Bonjour tout le monde, bon midi. Très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour un échange le Dr Carl Weiss, qui est bien connu, on le voit souvent dans les médias, on l'entend beaucoup à la radio aussi, qui est chef de la division des maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal et qui a été très présent depuis le début de la pandémie là, pour nous aider à bien cerner les enjeux et à comprendre ce qui se passe. Rapidement, c'est un doctorant en médecine de l'Université de Montréal, donc qui a étudié chez nous, et études postdoctorales, maîtrise en épidémiologie clinique. Bon, ben, je dirais pas tout ce qu'il est, parce que ça serait long, mais disons qu'il est aussi le président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec. Le Dr Weiss vient aujourd'hui, puis c'est dans le cadre de quelque chose qu'on voulait depuis le début, c'est d'avoir régulièrement des gens qui viendraient nous aider à voir où on en est rendu et à comprendre là, les enjeux qui s'en viennent. C'est important pour le milieu des affaires de voir venir et de comprendre la situation. On a eu la docteure Mylène Drouin qui est venue à 2 reprises. Il y a quelques jours, on accueillait aussi Guy Sauvageau, là, qui dirige l'IRIC, qui est venu nous parler aussi du domaine des sciences de la vie. Et évidemment, la pandémie a remis à l'ordre du jour des sujets qu'on a peut-être omis dans les dernières années et on va en parler un peu aujourd'hui. L'importance évidemment des sciences de la vie, l'importance d'y investir, l'importance d'avoir des capacités pour se préparer à des situations comme celles qu'on vit. Et je suis très heureux aujourd'hui, Dr Weiss, j'ai vu quelques slides de la présentation que vous allez faire dans quelques instants. Et j'ai moi-même, depuis quelque temps, regardé attentivement ce qui se passait au Royaume-Uni, en Israël, et on voit bien à la fois la courbe de progression de la vaccination là-bas et la courbe épidémiologique, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. Et je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de ce qui se passe ailleurs, qui peuvent nous aider ici à planifier, à prévoir un peu comment ça pourrait se passer. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal parfaite, mais je suis très heureux qu'on ait l'occasion aujourd'hui d'avoir cette discussion et de la transposer sur les prochaines étapes, ce qui s'en vient. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole et dans quelques instants, pour tous ceux qui nous écoutent, on aura l'occasion, le docteur et moi, d'échanger. À vous la parole, docteur Weiss. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, Monsieur Leblanc. Écoutez, je vais essayer de vous brosser en quelques minutes un tableau rapide sur la COVID-19 en 2021 et mon titre est évocateur dans le sens que voilà déjà 2 ans qu'on a déterminé que ce virus existait et regardez ce que ça a fait en dedans de 2 ans. Le virus a bien sûr fait la manchette de tous les journaux dans tous les pays du monde. Et pour des gens comme vous dans le milieu des affaires, certainement que The Economist dit comment le virus de la COVID-19 a changé le monde. Et en effet, il a changé le monde. Juste pour vous donner une idée très rapide, voici le nombre de cas prouvés le 10 mars 2020, donc il y a un peu plus d'un an, 116 000 cas sur la planète. Le 8 mars 2021, 117 millions. Donc en un an, il y a eu 1000 fois plus de cas. Mais le nombre de cas est probablement beaucoup plus élevé parce qu'il y a des pays qui ne font pas évidemment un décompte absolu, qui n'ont pas les capacités de le faire. Donc le décompte est probablement 5 fois, 6 fois plus élevé. Donc 500-600 millions de cas de COVID sur la planète. On pourrait dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, autant de monde ont été infectés en si peu de temps. Et juste pour vous donner une dernière mise à jour, voilà 152 millions de cas en date du 2 mai, donc déjà depuis le 3 mars, déjà quasiment 35 millions de cas supplémentaires en un mois et quelques. Donc on voit qu'il y a une progression encore importante. Les impacts au niveau économique pour des gens comme vous ont été quasiment universels. À peu près tout le monde a connu, je vous dirais, des problèmes à un moment donné et à un autre. Et je suis sûr, vous êtes bien meilleur que moi dans ce monde-là, que si je vous avais présenté quelque chose comme ça il y a 2 ans sur l'histoire des pandémies, vous m'auriez dit quel scénario catastrophique il est en train de nous proposer. D'ailleurs, si vous regardez dans la partie de gauche le nombre de vols qui a diminué sur la planète au cours de cette période, et on sait très bien que dans le monde aérien, le trafic a diminué de façon absolument importante, extraordinaire même.
il a un peu repris, mais vous voyez qu'on n'est certainement pas rendu là où on était, et vous voyez donc des pans entiers comme le tourisme qui a diminué de façon très importante. Ça a des impacts dans la pratique de la médecine pour nous, parce qu'on voit plus de maladies tropicales, on voit plus de gens qui reviennent avec des microbes d'ailleurs, etc. Mais évidemment, c'est comment la COVID-19 a modifié les affaires. Donc, modifier les affaires sur le nombre de gens qui ont tout simplement qui s'en vont faire des achats, mais aussi modifier l'environnement. Ce qui est intéressant, regardez, c'est le niveau de pollution mesuré sur la planète l'an dernier, donc un peu après l'introduction des confinements à l'échelle mondiale. Et vous voyez comment la COVID-19 a littéralement mis le monde en arrêt, avec une reprise par la suite quand l'activité économique a commencé à reprendre ici et là. Ce qu'il faut savoir avec la COVID-19, et c'est un peu comprendre un peu cet aspect-là de pourquoi on est là, pourquoi les confinements, pourquoi avoir fermé cela, etc. Dans le diagramme que vous avez à votre droite, c'est le nombre de cas selon les groupes d'âge. Et vous voyez que la distribution se fait un peu selon la pyramide des âges avec toutes les catégories qui sont représentées. Mais par contre, ce que vous voyez à votre gauche, c'est la mortalité. Et on sait que 97,5% des cas vont survenir de mortalité au-delà de 60 ans. Donc, tout ce concept-là de fermeture du travail, etc., a été fait pour préserver d'abord et avant tout une surcharge au niveau de notre milieu hospitalier. Ne pas avoir des capacités de soins intensifs dépassées, ne pas avoir des capacités de dépassement au niveau des hospitalisations. À partir de là, tout l'aspect confinement, fermeture des choses s'est réalisé. Sans vaccin, il n'y aura pas de retour à la vie normale. Les vaccins, c'est ce qui est finalement la voie de passage, la voie d'ouverture du futur. Ce qu'il faut quand même souligner, encore une fois, c'est que jamais dans l'histoire, on a réussi à mettre au point un vaccin en si peu de temps. Donc, au-delà de toutes les discussions, débats, etc., qu'on a pu avoir, en 2019, on ne connaissait pas le virus et en début 2021, fin 2020, on commence à vacciner les gens. Jamais dans l'histoire, un vaccin efficace a été mis en place en si peu de temps. On pourra parler des technologies vaccinales du futur qui sont aussi très importantes. On a déjà donné aujourd'hui plus d'1 milliard de doses administrées, mais on est encore très loin du compte parce que sur 8 milliards d'habitants à qui il faudrait administrer 2 doses, avoir donné une dose, vous voyez qu'on n'est pas encore sorti du bois. Il y a plus de 200 vaccins actuellement en développement sur la planète en termes d'essais, de commercialisation. Et tout ça, je vous le présente, c'est le virus qu'on appelle un coronavirus. Corona parce qu'il a la forme d'une couronne et en latin, corona veut dire couronne. Et la raison pour laquelle il porte ce nom, ce qui est très important, c'est qu'il a ces espèces de pics qu'on appelle en anglais des spikes ou la protéine S sur sa surface. Et ces pics-là, finalement, ce que ça détermine le point d'attache du virus. Pourquoi c'est important? Parce que tous les vaccins sont conçus pour aller neutraliser cette partie du virus. Et deuxièmement, quand vous entendez parler des variants, c'est cette modification de structure à ce niveau-là qui va faire que le virus va changer, va se modifier. Un variant, c'est quelque chose d'un petit peu de normal et naturel pour un virus. Alors, la campagne de vaccination au Canada et dans le monde a commencé au Canada au mois de décembre 2020. Vous voyez que le Canada se situe à ce moment-là en relativement bonne position. Et ensuite, on a connu, je dirais, toutes sortes de défis qui ont fait que la campagne a été longue à démarrer. Vous avez un site où vous pouvez suivre de façon journalière le nombre de cas et le nombre de vaccins au Canada qui sont administrés par province. Alors, par exemple, ça c'est en date du 10 janvier 2021 et voici donc en date du 2 mai. Donc, vous voyez par exemple en date du 2 mai, 107 000 vaccins ont été administrés en Ontario, 63 000 au Québec, etc., pour environ 13 millions de Canadiens qui ont reçu à ce moment-là au moins une dose et à votre gauche, au moins à votre droite, un certain nombre de gens qui auraient reçu une deuxième dose. Alors, la campagne au Canada a été longue à démarrer, donc du mois de décembre jusqu'au début du mois de mars, pour toutes sortes de raisons d'approvisionnement, de capacité de production, du marché canadien qui n'est pas un marché important à l'échelle mondiale et donc qui n'était pas une priorité pour les compagnies de vouloir servir le marché canadien en premier.
Tout ça a fait que vous voyez que le Canada, à l'échelle mondiale, même si on a accéléré notre campagne de vaccination depuis le début du mois de mars, on est encore peut-être mieux qu'un certain nombre de pays, mais moins bien qu'un certain nombre d'autres. Et à l'exemple extrême, on va le voir, puisque c'est le premier pays qui est quasiment sorti de la pandémie et qui est revenu à une vie normale, aussi bien au point de vue économique, social que de tout le reste, qui est Israël. Vous voyez donc la différence de vitesse et de campagne de vaccination entre les deux endroits, avec une augmentation extrêmement rapide ici du nombre de vaccins administrés tous les jours. D'ailleurs, si vous voyez au Canada la situation actuelle, la première vague, qui semble une petite vague qui était beaucoup plus grande parce qu'on dépistait moins, la deuxième vague, cette troisième vague qui touche beaucoup plus l'Ontario qu'elle n'a touché la province dans les phases précédentes. Et vous voyez aussi le taux de vaccination au Canada, le nombre de vaccins administrés tous les jours un petit peu en dents de scie, mais qui montre quand même qu'on a une capacité d'aller jusqu'à au moins 300 000 doses par jour. Donc, on a cette capacité-là maintenant d'administrer 300 000 vaccins par jour. Une discussion aussi entre trois pays où on a noté, si vous voulez, des différences, donc Israël, la Grande-Bretagne et le Chili, trois pays qui ont vacciné de façon très, très rapide. Et vous voyez que la Grande-Bretagne a décidé de confiner en plus de vacciner, pas aussi vite qu'Israël, mais le Chili a décidé de déconfiner trop rapidement. Et si vous déconfinez trop rapidement, regardez ce qui est arrivé au Chili, le nombre de cas a commencé à augmenter, alors que si soit vous vaccinez de façon très, très efficace, très, très vite, et là, vous retombez à un niveau qui est très bas, ou bien vous vaccinez de façon efficace, mais vous confinez, et là, vous êtes capable probablement de maintenir une certaine limite. Alors, c'est l'exemple d'Israël qui a vacciné très vite, et vous voyez que même s'il reste des cas encore, mais en date du 1er mai 2021, ils avaient 0 cas, en dépit d'avoir complètement ouvert le pays, ce qui vous montre que la vaccination fonctionne quand on veut. Les États-Unis également, qui sont nos voisins, mais aussi nos partenaires les plus importants dans toutes sortes de domaines, pour vous au point de vue économique, mais pour nous aussi dans le domaine des sciences, vous voyez que le nombre de cas aux États-Unis diminue de façon très importante depuis le pic qui se trouvait au début du mois de janvier. Donc, la vaccination aux États-Unis, avec 3 à 4 millions de personnes vaccinées tous les jours, va très, très bien. Ce qui se traduit d'ailleurs par un nombre aussi du nombre de voyages aux États-Unis. Je vous ai montré ça. C'est le nombre de personnes qui prennent l'avion tous les jours aux États-Unis depuis le mois d'avril l'an dernier. Et vous voyez que depuis le nadir, le plus bas de la pandémie, on se promène maintenant à des niveaux qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on voyait auparavant. Ce qui est intéressant, c'est tout l'impact aussi de cette pandémie en dehors de la médecine sur toutes les autres sphères de la vie. Alors, par exemple, lorsqu'on demande aux gens les plus jeunes qu'est-ce qui les intéresse, et il faut comprendre qu'on a plus de défis à vacciner ce groupe de la population. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est leur santé mentale, c'est leur emploi, c'est d'avoir un certain revenu qui soit important, alors que si vous faites le même sondage donc à une population plus âgée, vous aurez des différences de comportement et de réponse. La pandémie, on a traversé la première phase qui a été une atteinte sur notre santé physique et mentale, mais on a aussi connu une révolution dans le télétravail, la télémédecine, les activités économiques et aussi beaucoup de changements au niveau sociologique dans la partie plus jeune de la population, et ça se traduit par comment le futur de cette pandémie-là va modifier le monde dans lequel on vit actuellement et comment on va pouvoir, je vous dirais, changer la façon dont on vit avec un télétravail nouveau par rapport à tout ça. Donc, les vaccins ont des défis importants. La vitesse d'immunisation de la planète, parce qu'on devra immuniser toute la planète pour finir la pandémie. L'histoire du passeport électronique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, beaucoup de pays vont l'exiger. Donc, les voyages, ça va devenir une obligation dans certains cas. L'émergence des variants, comment les variants vont déterminer l'efficacité des vaccins dans le futur. Combien de temps cette protection va durer? Est-ce qu'elle va durer 1 année, 2 années, plus? Est-ce qu'on va avoir besoin de revacciner les gens? C'est fort probable qu'on ait besoin de donner une 3e dose quelque part en 2022. On pourra en discuter. Est-ce que tout le monde est égal devant la vaccination? Donc, si vous avez 85 ans dans un CHSLD, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que si vous êtes une personne de 40 ans en pleine forme qui travaille. Et je conclurai par un peu une opinion que j'avais écrite dans la presse en date du 13 février, où pour moi, en tout cas, le 20e siècle n'a pas débuté en l'an 2001, mais vraiment en 2020 et probablement que dans l'histoire future, lorsqu'on regardera notre siècle, on dira il y avait une époque pré-Covid-19, une époque
post-COVID-19 et que la COVID finalement a tellement transformé nos façons de vivre, nos voyages, notre économie, nos habitudes, que c'est ce qui risque de définir l'élément de notre siècle, en tout cas pour les décades à venir. Et à mon sens, on pourrait dire que la redistribution du pouvoir d'un monde post-COVID sera fonction des succès à l'avoir maîtrisé. Et ça, je pense que ça va être important. Alors, j'arrêterai là, puis je vous remercie de votre attention et on pourra passer à la période de questions. Merci, Dr. Weiss. Vous êtes d'une efficacité redoutable à présenter vos slides. Je pense que beaucoup de gens du milieu des affaires pourraient tirer des leçons. Souvent, on prend plus de temps à arriver à l'essentiel. Je retiens quelque chose et ça va être un commentaire plus qu'une question, mais moi, j'ai l'impression qu'on vient de prendre une grande leçon sur l'humanité, qui est notre capacité à se mobiliser devant des vraies crises, ou des crises en tout cas qu'on admet, et à être d'une efficacité redoutable. On vient de dire à l'ensemble du vivant, nous les humains, là, quand on se sent menacé, on se mobilise, on cherche, et vous l'avez dit, en 1 an, on trouve un vaccin pour se protéger. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant comme message. Peut-être que c'est une leçon qu'on devrait appliquer dans d'autres crises, évidemment, mais c'est très puissant d'avoir réussi à se protéger. On n'est pas rendu, mais on a trouvé le moyen en l'espace d'1 an. Donc, j'en retire un message très positif. Je vous poserai la question, on a l'impression d'avoir bien maîtrisé la 3e vague ici. On est encore dedans, là, mais chaque jour, on regarde les courbes. Et en même temps, on regarde l'Alberta, on regarde l'Ontario, on a vu aussi en Nouvelle-Écosse. À quoi vous attribuez qu'on a réussi si bien au Québec? J'ai demandé la même question à la Dr Drouin concernant Montréal, où on avait eu un épisode très difficile l'année dernière. On semble l'avoir bien contrôlé. Qu'est-ce qu'on fait de très bien ou de bien en ce moment au Québec pour contenir cette 3e vague? Je vous dirais la grosse différence entre le Québec et les autres provinces canadiennes, c'est le confinement extrême jusqu'à un certain point que le Québec a mis en place. C'est-à-dire, on a un couvre-feu qui est présent maintenant depuis le mois de janvier. On est probablement la juridiction dans le monde qui avons le plus long couvre-feu. On est aussi à tous les pans entiers de l'économie qui ne sont pas retournés fonctionner. On pense par exemple aux restaurants qui sont ouverts dans beaucoup d'autres provinces. Donc, l'aspect du couvre-feu, des limites des mesures qui ont été mises au Québec, ont probablement, je vous dirais, jusqu'à un certain point, limité les dégâts comparés à d'autres provinces. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que l'Ontario a fait très, très bien durant les 2 premières vagues, l'Alberta également, et que si on regarde sur l'ensemble de la pandémie, le Québec a encore 50% et plus du nombre de décès au Canada. Donc, globalement, il y a des zones au Québec où on a eu des éclosions à un moment donné, vous vous en rappelez, dans la région de Québec, en Chaudière-Appalaches, etc., où le taux, même si le nombre de cas n'était pas élevé, mais par rapport à la population, il était aussi élevé que dans la région du Grand Toronto. Donc, je vous dirais, c'est un ensemble de facteurs. Mais probablement aussi que, je vous dirais, on voit que les taux diminuent ailleurs dans les autres provinces. On voit par exemple que les Maritimes qui ont gardé leur bulle ont très très bien fait tout au long de cette pandémie-là. On pourrait même dire que le Canada, jusqu'à un certain point, n'a pas été le pire des pays du G7, mais c'est clair que on a beaucoup plus de difficultés à l'échelle canadienne durant cette dernière vague. Par rapport, disons, aux États-Unis qui rouvrent leur économie, ouvrent la façon dont ils travaillent. Il y a beaucoup plus de mouvements de population, etc. Mais avec leur campagne de vaccination qui a très, très bien réussi, bien meilleure que ce qu'elle a réussi au Canada, c'est clair. Donc, et je voulais commencer par du positif. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait bien au Québec. Maintenant, il y a une grande frustration et c'est une forme d'incapacité qu'on a au Québec présentement à planifier rapidement le déconfinement. Et j'entendais ce matin le premier ministre dire on va, d'ici le 24 juin, on va regarder on va imiter ce qui se fait en Saskatchewan. Et moi, je peux vous dire, dans le milieu des affaires, il y a des gens qui regardent et qui disent, quand on regarde en Israël et en Grande-Bretagne, et vous l'avez illustré tantôt, on voit quand on vaccine, on est capable de voir à certains moments, quand on est rendu à 30, 40, 50%, comment on peut envisager de déconfiner et le prévoir maintenant. Vous avez illustré qu'au Chili, on l'a peut-être fait trop rapidement, donc il faut aussi tenir compte de la quantité de personnes qui sont contaminées. Mais c'est des choses qu'on peut mettre sur papier et dire, si à telle date, on est à tant de %
de vaccination. Si à telle date, on est à tant de nombre de cas, eh bien voilà, on pourra déconfiner. Qu'est-ce qui nous empêche d'être aussi précis, avec évidemment des conditions à réaliser, mais d'être aussi précis, ce qui aiderait le milieu, toute la société, mais le milieu des affaires, à planifier la réouverture de certaines activités, éventuellement les embauches de personnel. Comment ça se fait qu'on a autant de misère à regarder de façon posée la trajectoire de déconfinement et de la prévoir publiquement? Alors, c'est une bonne question que vous posez. Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de science exacte, d'étude qui va vous donner une réponse précise et mathématique à ce genre de choses-là en disant si vous avez moins de cas par 100 000 et si vous avez atteint tant de niveau de vaccination, vous pouvez faire ABCD. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a des choix qui sont faits politiquement dans différents pays. Par exemple, on voit qu'il y a des pays européens qui ont mis définitivement un échéancier très clair de déconfinement en disant le 23 mai, on fait telle affaire, le 2 juin, on fait telle affaire, en se disant si on est capable d'avoir un nombre de cas qui baisse ou qui reste stable, etc., voici ce qu'on fera. Donc, il y a des choix, je vous dirais, politiques en arrière de tout ça qui ne sont pas toujours des choix scientifiques. C'est clair que la vaccination, c'est la sortie de crise. La vaccination a été la sortie de crise pour Israël et pour la Grande-Bretagne en partie parce qu'ils ont réussi une campagne de vaccination extrêmement rapidement. Bon, Israël, c'est un pays particulier parce que de par sa logistique et par probablement son expérience historique et sa capacité de mobilisation, a réussi à vacciner une très grande partie de sa population en un temps record ou avec une capacité de vaccination qui atteignait 250 000 personnes par jour. La Grande-Bretagne, de la même façon, ils ont été très organisés par rapport aux autres pays européens. Ils ont eu aussi une capacité d'avoir des vaccins, parce qu'il faut comprendre qu'au Canada, un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a été lent à partir sur la ligne de départ, parce que la capacité d'obtenir des vaccins a été très compliquée et très difficile. On ne produit pas des vaccins localement. On faisait venir des vaccins de Pfizer de leur usine de Belgique, alors qu'ils en produisaient pour les États-Unis à Kalamazoo, dans le Michigan, qui est à peu près à 150 km de la frontière canadienne. Donc, il y a eu un ensemble de problèmes logistiques qui ont fait qu'au lieu de partir en décembre et d'accélérer en janvier-février, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'au mois de mars. Et au mois de mars, on a commencé à vacciner. Après ça, je pense qu'il y a des choix qui sont faits et puis c'est un peu normal et il y a personne à blâmer là-dedans, mais il y a une espèce de traumatisme aussi de ne pas retomber dans une séquence où on aurait beaucoup de cas, des décès, des hôpitaux qui seraient débordés. Donc les gens sont en train d'apprendre, si vous voulez, à planifier l'avenir. Et puis, et là, c'est un équilibre difficile entre, d'une part, ouvrir la société le plus vite possible et, deuxièmement, savoir que les gens commencent à être fatigués, ont une certaine fatigue COVID, fatigue mentale, fatigue psychologique, de ne pas pouvoir continuer à reprendre leurs activités. Et c'est de trouver l'équilibre. Vous avez vu qu'à un moment donné, on a rouvert des gyms, puis là, ça a mal tourné. On a ouvert et donc, c'est un équilibre pas facile à trouver, mais qu'il va falloir certainement trouver en termes d'échéancier pour que la population, d'un point de vue social, puisse retourner à des activités normales. On sait qu'on est l'été, on sait qu'on ne pourra pas beaucoup voyager parce que les autres pays sont encore fermés. Les voyages en 2021 vont être limités. Et d'un autre côté, on a une population, surtout les plus jeunes, qui se sent un peu enfermée, qui veut retourner à une vie plus normale. Et la seule façon de faire ça, ça a été démontré dans au moins 2 pays dont on a parlé, c'est qu'il faut vacciner très vite et très efficacement un très grand nombre de la population et surtout les patients les plus à risque. Parce qu'une fois que vous avez vacciné la partie de la population de plus de 60 ans, le risque pour ces gens-là de noyer les hôpitaux sous un nombre élevé de cas de COVID devient très faible. Et à ce moment-là, vous pouvez revenir à une vie beaucoup plus normale et accepter jusqu'à un certain point, tolérer un certain nombre de cas quotidiens si l'impact est relativement limité. Parce que vous savez, vous pourriez avoir 1000 cas par jour. Mais si vous avez 1000 cas par jour chez des gens qui ont entre 12 ans et 17 ans, on va dire, qui ont très peu de symptômes, qui sont pas malades, qui infectent pas beaucoup la population plus âgée parce que les autres sont tous vaccinés, vous pourriez retourner rapidement à un niveau, si vous voulez, d'activité beaucoup plus facile parce que les conséquences des infections dans ce groupe d'âge-là seront relativement limitées. Très bien. On va être dans les sujets délicats, là, puis je ne veux pas du tout vous mettre dans un coin, mais on a de la difficulté aussi présentement à dire publiquement
ce qu'une dose de vaccin permet de faire et le niveau de protection. C'est comme si on a tellement peur de dire aux gens, vous n'aurez pas besoin de la deuxième dose, qu'on n'admet pas qu'une première dose, c'est quand même un impact majeur. Et on le voit en Grande-Bretagne, je regardais les chiffres, en Israël, oui, il y a eu énormément de doses, mais on est à 52%, attendez, en Israël, c'est 62% de la population qui a eu une dose. En Grande-Bretagne, 51%. Là où j'aimerais qu'on aille, c'est est-ce qu'on devra attendre la deuxième dose pour vraiment dire que ça a d'impact ou on peut commencer à admettre que bien que la deuxième dose sera absolument nécessaire, avec une dose sur un grand pourcentage de population, il y a un niveau de sécurité relatif qui permet de rouvrir certaines activités, même des activités en groupe. Bon, écoutez, on ne peut pas se sortir d'avoir 2 doses. C'est important d'avoir 2 doses. Justement, si vous regardez Israël, l'immense majorité de la population adulte de plus de 18 ans a atteint sa deuxième dose parce qu'on parle de la population adulte. Si vous prenez la population de plus de 60 ans, c'est au-delà de 90% qui a eu ces 2 doses. Et dans certains secteurs, il y a beaucoup de gens qui ont eu aussi leurs 2 doses. Un peu la même chose pour la Grande-Bretagne. L'autre chose, c'est qu'on a espacé la durée des doses parce qu'on manquait de doses. C'est un choix qu'on peut discuter avec ses avantages et ses inconvénients. C'était pas bien ou c'était pas mauvais, mais c'était juste le fait de dire qu'on a espacé les doses parce qu'on manquait des doses. C'est pas la science qui nous a fait espacer les doses. C'est une question de rapidité de distribution des doses. Le problème, c'est qu'une dose est probablement protectrice pour un certain sous-groupe de la population pendant une période donnée. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un de moins de 40 ans, en pleine forme et en pleine santé, donc un travailleur de la santé, par exemple, qui aurait une dose, c'est clair qu'avec une dose, vous pouvez les protéger pendant un certain nombre de temps. Mais vous ne pouvez pas les protéger éternellement. Et il y a un certain nombre de gens qui, avec une dose, vont quand même ne pas être protégés. Plus vous rentrez dans des sous-groupes de population à risque, les patients plus âgés, les gens qui ont des cancers, les gens qui sont suivis en dialyse, plus une dose n'est pas suffisante. Or, ces patients-là, s'ils tombent malades, c'est souvent eux qui finissent à l'hôpital. Et donc là, on retourne dans cette espèce de cercle vicieux de vous allez avoir plus de cas parmi les gens malades qui vont nécessiter l'hospitalisation, qui vont faire déborder le système. Et là, on va se retrouver dans un contexte où on va retourner encore dans un espèce de confinement plus sévère. Donc, une dose, ça aide, mais ce n'est pas encore la panacée. Le problème actuel, c'est qu'on n'a pas encore le recul pour déterminer si une dose est égale à tout le monde. Et c'est là où on a le problème. C'est-à-dire que on met tout le monde dans le même panier. Mais tout le monde n'est pas dans le même panier. Parce que si vous avez 25 ans et vous avez une dose, c'est probablement bon pour vous pour un certain nombre de mois. Si vous avez 85 ans dans un CHSLD, vous avez une dose, c'est probablement pas assez bon pour vous. Et donc, le problème, c'est que on n'a pas encore ce raffinement dans nos connaissances pour dire, on commence à l'avoir pour certains sous-groupes, mais on ne l'a pas pour l'aspect populationnel. Et donc, c'est très risqué à ce moment-là de se dire, on pourrait commencer à retourner. Par contre, c'est clair que si vous dites, vous avez par exemple dans des gens de moins de 40 ans, tout le monde a eu une dose, et les gens continuent de respecter toutes les mesures de port de masque, de protection, etc., et vous avez peu de cas dans la société, que le risque de transmission dans ce groupe d'âge-là est probablement très faible et probablement protégé, et les gens sont probablement protégés. Donc, il y a un équilibre, mais on n'a pas encore la réponse. Alors, on est un peu obligé, pour l'instant, de considérer, d'ailleurs, il y a une étude qui vient d'être publiée hier, la plus grosse étude jamais faite sur la vaccination, qui est l'étude israélienne sur l'ensemble de la population publiée dans Lancet, et qui montre que 2 doses, c'est protecteur à 97%, pour toutes les classes d'âge. Même si vous avez plus de 85 ans, vous diminuez votre risque de mourir, d'être hospitalisé, d'aller aux soins intensifs, de tomber malade à plus de 97%. Et non seulement ça, même le risque que vous transmettiez la maladie est diminué de façon très importante. Donc on voit que le 2 doses, on ne peut pas vraiment s'en sortir. Par contre, oui, vous avez raison, il y a des sous-groupes chez qui une dose est probablement suffisante et qui pourrait probablement commencer à rouvrir un petit peu la machine pour ces sous-groupes-là. C'est intéressant que vous parliez de l'étude de Lancet. Là. Quand on réalise que ça implique à 97% de protection à 2 doses, que dans une population qui a eu ces 2 doses, le R devient 0. C'est-à-dire que quelqu'un qui l'attraperait, qui serait dans les 3%
qui aurait été mal protégé par le vaccin va le transmettre à personne parce que les probabilités de rencontrer quelqu'un d'autre, puis si ça m'arrivait, je le transmettrais à une personne et ça va s'arrêter là. Ce qui m'amène à poser la question, on pense que l'humanité va vivre différemment dans 5 ans, mais si on a des vaccins efficaces, est-ce qu'on se retrouve comme après la tuberculose, après la variole, ou après la grippe espagnole, ça aurait fait partie de notre histoire, mais l'humanité va retrouver ses points d'équilibre dans 2, 3, 4 ans. Et tous ces prophètes qui disent qu'on sera transformé pour toujours, là, peut-être psychologiquement on le sera, mais dans les faits, notre réalité, c'est qu'on sera vacciné avec un vaccin efficace, puis on aura gagné cette bataille en 2021, 22, 23 contre le vaccin. Comment vous voyez cette réalité si les vaccins sont si efficaces? C'est très intéressant dans le contexte que si on avait le temps, on pourrait parler par exemple de l'épidémie de peste qui a frappé l'Europe, vous savez, entre 1349 et 1353, qui était l'épidémie de peste noire, qui a changé la démographie européenne de façon très importante, qui a apporté des changements de société très importants, qui a permis après ça de développer une agriculture de production plus importante et qui a permis aussi aux Européens de développer toutes sortes de techniques qui les ont lancés sur la course des mers et des grandes découvertes et probablement en partie pourquoi on est rendu ici aujourd'hui. Donc l'impact des pandémies, des épidémies dans l'histoire de l'humanité est très grand. Alors on va certainement rester avec, je vous dirais, des leçons de la pandémie de COVID-19. Probablement que dans 5 ans, on risque d'avoir des vaccins qui vont être donnés à répétition. On va contrôler le virus de façon beaucoup plus importante. Je vous dirais, par contre, si vous prenez l'exemple de la variole a été éradiquée de la Terre en 1977 pour une seule et unique raison, c'est que la variole n'avait pas de réservoir dans une autre espèce que l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autre espèce sur Terre, mis à part l'humain, qui pouvait être infectée par la variole. On sait aujourd'hui que les virus comme les coronavirus peuvent être retrouvés dans beaucoup de mammifères, principalement les chauves-souris, et que les chauves-souris demeurent, si vous voulez, un vecteur et un réservoir pour ce type de virus-là. Donc même si on arrivait à vacciner tout le monde, qu'on arrivait à éradiquer quasiment la COVID-19, il pourrait rester des foyers ici et là qui pourraient repartir à un moment donné. Et donc, il va falloir c'est une guerre un peu de longue haleine, peut-être de 4-5 ans, où on retournera à quelque chose où, dans le meilleur des scénarios, qui est fort possible, on aura éradiqué la COVID-19 et ce sera dans les livres d'histoire. Par contre, on restera avec des risques potentiels d'émergence de ce type de virus dans le futur, qui vont certainement revenir. Parce que si vous regardez les 25 dernières années, quand on parle de médecine, vous avez tous entendu parler du virus du Nil occidental, du virus d'Ebola, de Zika, du H1N1. Donc chacun a été plus ou moins, je vous dirais, a eu plus ou moins de succès à créer une pandémie, mais les maladies infectieuses sont là pour rester. Elles sont là depuis toujours et elles seront là pour toujours. Donc même si dans 5 ans, on n'a plus la COVID-19, mais peut-être qu'un jour, on aura la COVID-39, mais l'objectif, ce qui est important, c'est que quand on aura la COVID-39, il va falloir avoir tiré les leçons de la COVID-19 pour avoir des capacités de production industrielle locale qui ne nous mettront pas, je vous dirais, à genoux et dépendants du reste de la planète, des capacités de production de vaccins très rapidement pour pouvoir justement protéger les populations rapidement et retourner à une vie normale. Et il va certainement rester des choses dans notre pratique, dans notre environnement, sur le port du masque, par exemple. Projetons-nous 5 ans en avant. On va dire qu'il n'y a plus du tout de Covid, mais la grippe va revenir. L'influenza va revenir. Vous savez, l'influenza, c'est pas très, très dangereux pour l'ensemble de la population. Ça tue des gens âgés, malades, etc. Mais quand vous regardez toutes les études, même scientifiques, sur l'influenza, la grippe, les impacts sont d'abord et avant tout économiques. C'est l'absentéisme au travail, c'est l'impact économique. Donc, supposez qu'on est dans 5 ans, on n'en a plus de COVID, mais on a le retour d'une grosse saison de grippe. Peut-être que les gens vont se dire, peut-être qu'on va revenir à reporter des masques durant cette saison de grippe-là. Pourquoi? C'est la première fois dans l'histoire au Québec qu'on a eu 0 grippe cet hiver. Il y a eu 0 cas d'influenza au Québec. Donc oui, la COVID a tout pris, mais probablement que toutes les mesures qu'on a mises en place, les masques, etc., ont fait qu'on a eu 0 grippe. Donc peut-être qu'il va nous rester des enseignements, des façons d'être de ce que la COVID nous a fait dans le futur. Donc, Orvez, 2 sujets très importants. Premier sujet, on l'a vu, on le vient de le dire, à quel point la vaccination, c'est la clé.
on peut décider qu'on continue devant nous à dire aux gens, faites-vous vacciner, on vous encourage et à laisser ça volontaire. On peut, à l'extrême, et on a eu tendance jusqu'ici à résister à ça partout sur la planète, décréter qu'on va le rendre obligatoire et là, il faudra voir qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui refusent. On pourrait aboutir à une solution mitoyenne où on généralise une forme de certificat numérique de vaccination et on autorise dans la société autant les entreprises, le Canadien de Montréal, toutes les organisations qui le veulent, à dire, pour venir sur mes lieux, moi, je veux offrir à mes clients, à mes travailleurs, un environnement sécuritaire. J'exige que vous me montriez que vous avez été vacciné avec 2 doses. Et donc, ce serait la liberté, vous pouvez choisir de ne pas vous faire vacciner, mais si vous voulez avoir accès à tout, vous devez accepter les règles du jeu et vous faire vacciner. Que pensez-vous de ces 3 options-là et surtout de la question du certificat numérique de vaccination? Bon, alors la vaccination obligatoire pour toutes sortes de raisons légales, ce serait quasiment impossible ou difficile et je pense que ce serait même pas souhaitable dans une société démocratique comme la nôtre jusqu'à un certain point. Je pense que l'immense majorité des gens sont d'accord pour être vaccinés. Et il y a une frange de la population qui est totalement contre. Il y a une frange de population qui se pose des questions qui sont parfois légitimes et auxquelles il faut répondre. Il faut être transparent et donc essayer de donner les meilleures réponses possibles. Et juste avec cela, on pourrait probablement rejoindre une grosse partie de la population en ce qui concerne la vaccination. L'aspect d'un passeport vert, évidemment, c'est une décision qui est politique, mais il y a de plus en plus de pays qui ont décidé de la mettre en place. Le premier a été Israël qui l'a fait de façon avec un passeport numérique, un code QR très sécurisé au point de vue de cybersécurité, mais il y a le Danemark qui s'embarque là-dedans, il y a beaucoup de pays européens, il y a des pays en Asie aussi, la Chine qui a donc ce système-là. Et donc, c'est sûr que c'est une façon de regarder les choses qui permettrait de s'assurer, si c'est bien fait, que les gens qui se déplacent à l'intérieur de certains environnements aient reçu leurs 2 doses. C'est pas une garantie absolue contre l'infection parce que les vaccins ne sont pas efficaces à 100% et parce que des gens pourraient être infectés par un nouveau variant, entre guillemets, contre lequel le vaccin ne protégerait pas, mais c'est certain que c'est un moyen très efficace de, je vous dirais, permettre à la population de retourner à une vie normale, pré-Covid, dans des conditions les plus sécuritaires possibles avec ce qu'on sait. Donc, c'est clair que, entre guillemets, ce qu'on appelle un passeport vert, c'est certainement quelque chose qui devrait être envisagé. Et après ça, bon, il y a tout le débat dans lequel je suis définitivement loin d'être un expert, mais vraiment pas, sur les libertés individuelles, etc. Est-ce qu'on peut exiger ou on ne peut pas exiger d'avoir ce passeport pour pouvoir entrer dans un espace? Ça dépasse de beaucoup mon expertise, mais c'est clair que c'est une façon technique, je vous dirais, pratique, de limiter la transmission d'un virus dans un contexte où on n'a pas beaucoup autre chose. Il faut savoir qu'historiquement, le mot quarantaine, les gens peut-être l'ont oublié, mais la quarantaine, c'était une façon, lorsqu'un bateau arrivait dans un port, d'empêcher les marins de revenir à quai pendant 40 jours pour s'assurer qu'ils n'amenaient pas de maladies infectieuses. Et que, donc, pendant longtemps, les certificats de déplacement sur la planète, dans les années 70, il fallait avoir un certificat pour dire qu'on était vacciné contre la variole. Il y a eu des pandémies de choléra où on obligeait les gens à avoir le vaccin contre le choléra. Il y a des endroits encore aujourd'hui dans le monde où vous êtes obligé d'être vacciné contre la fièvre jaune. Donc, l'obligation de montrer patte blanche envers un processus de vaccination, c'est quelque chose qui existe et qui est pas nouveau dans l'histoire. Et donc, il faudrait juste peut-être, c'est un débat de société, mais c'est clair que si on veut voyager en tant que Québécois, en tant que Canadien à l'extérieur du pays, il y a des pays qui vont nous exiger à un moment donné ce certificat vert, ce passeport vert, sans quoi ils ne nous laisseront pas rentrer. Très bien. En fait, je pense que c'est une évidence et ce sera inéluctable pour voyager, mais moi, j'ai souvent à l'esprit, lorsqu'on entend ces temps-ci, que chez des jeunes, il y a une certaine résistance à se faire vacciner parce que, justement, comme vous l'avez dit plus tôt, les symptômes sont moins graves. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises, si on disait que pour avoir accès au festival Oceaga, il faut montrer qu'on était vacciné à 2 doses,
ça inciterait beaucoup de jeunes à se faire vacciner, pas parce qu'ils croient dans le vaccin, mais juste parce qu'ils adorent Hochelaga et ils veulent y aller. Peut-être une dernière question, Dr. Weiss, sur les fameux tests rapides. Beaucoup d'endroits, et même au Canada, en Ontario par exemple, on voit la solution comme étant un cocktail de deux mesures. La vaccination et aussi la capacité pour les entreprises et les organisations d'avoir accès à des tests rapides, ce qui fait que dès lors qu'il y aurait des potentiels de cas et éventuellement d'éclosion, on les détecte, ces gens-là vont se faire vacciner avec des tests plus approfondis pour déterminer si effectivement ils ont la COVID. Et donc cette combinaison fait en sorte que on pourrait rapidement dire qu'on a le cocktail complet. Ici au Québec, les tests rapides, ça passe un peu sous le radar. Des entreprises le réclament, le gouvernement ne semble pas y accorder beaucoup de priorité. Comment vous voyez le rôle des tests rapides dans les prochains mois, peut-être la prochaine année, pour s'assurer qu'on garde le contrôle de la situation? Moi, sur une base personnelle, je pense que le Canada, dans son ensemble, a raté le virage des tests rapides. Mais je parle pas. Le gouvernement fédéral en a acheté beaucoup, l'a distribué aux provinces. Les provinces n'ont pas mis en place les tests rapides, à mon sens, de façon très efficace. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests rapides ne sont pas très, très bons. C'est pas des très bons tests. Ils sont pas aussi bons que les tests qu'on fait habituellement dans les hôpitaux. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces tests rapides s'améliorent de façon importante en termes de qualité. Il ne faut pas non plus oublier que ces tests rapides sont utilisés dans beaucoup de pays dans le monde. Dans certains, ce sont des pays très sérieux qui ont évalué la capacité de ces tests-là. Et on n'est pas tellement plus brillant que les autres pour ne pas les utiliser de façon importante. Une fois qu'on connaît les limites de ces tests-là, qu'on sait les utiliser de façon importante, c'est sûr que ces tests-là ont, à mon sens, une place dans le domaine, par exemple, des industries, dans le domaine des écoles, dans le domaine qui pourrait être même certains endroits de rassemblement importants. Les tests rapides vont rater des gens qui sont asymptomatiques et qui sont malades. Mais dans le contexte de la vaccination actuelle, c'est clair que les tests rapides pourraient apporter, je dirais, un aspect supplémentaire à ce qu'on fait actuellement. Et je pense qu'une des leçons du futur, ça va être de pouvoir intégrer avec les entreprises les tests rapides de façon très différente. À mon sens, il va falloir certainement faire un post-mortem de tout ça et ne pas regarder les tests rapides à l'échelle, je vous dirais, purement scientifique, mais à l'échelle beaucoup plus logistique et à l'échelle sociétale. Et certainement, d'ailleurs, certains de mes collègues en Ontario aussi partagent mon point de vue. Les tests rapides auraient dû être utilisés de façon beaucoup plus massive au niveau des provinces, auraient dû être utilisés par les entreprises de façon plus rapide, etc. Et le carcan administratif qu'on a mis autour des tests rapides a fait que ils ont été, si vous voulez, jusqu'à un certain point un flop dans leur utilisation, mais c'est certainement une leçon à tirer pour le futur. Dr. Weiss, je vais finir avec une question qui est presque personnelle. Je fais partie de cette génération X à qui on a dit allez-y, allez chercher le vaccin AstraZeneca. Les boomers plus vieux ont tous eu le Moderna, le Pfizer. Les plus jeunes maintenant auront tous le Moderna, le Pfizer. Et moi et ma gang, on a le AstraZeneca. Est-ce qu'on devrait se réinscrire pour embarquer sur les Pfizer puis avoir 2 doses de Pfizer puis on n'y pense plus? Comment est-ce qu'on devrait aborder la question de la vaccination quand on a eu un AstraZeneca? Bon. Il faut savoir que le vaccin d'AstraZeneca est quand même un bon vaccin. C'est un vaccin qui est protecteur, qui va vous donner une protection et qui va faire son travail de vaccin. Okay, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour les gens de plus de 60 ans, les gens, au moment où on n'avait pas beaucoup de vaccins et devant les conséquences de la COVID-19, les risques associés à une maladie supplémentaire, le fait de recevoir le vaccin était, à mon sens, très justifié. C'est pour les classes d'âge plus jeunes où là, on pouvait se poser des questions dans le contexte qu'il y avait d'autres alternatives. Donc, il n'y a pas d'indication d'aller recevoir 2 doses maintenant de Pfizer ou de Moderna parce que les gens pensent qu'ils ont eu un vaccin d'AstraZeneca qui est pas bon. C'est pas une question d'efficacité, c'était une question d'effets secondaires et de risque d'effets secondaires. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut regarder le vaccin d'AstraZeneca. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas du vaccin d'AstraZeneca? On ne sait pas que si on reçoit la première dose d'AstraZeneca, on va recevoir une deuxième dose d'un vaccin ARN, Pfizer ou Moderna. Et est-ce qu'on va avoir la même protection que si on avait reçu les
2 fois Pfizer ou 2 fois Moderna, c'est un peu un point d'interrogation. Je n'ai pas la réponse scientifique à cette question-là, mais le vaccin d'AstraZeneca va certainement vous protéger, etc. L'autre point, la zone entre guillemets que j'appellerais à risque de faire ce qu'on appelle des thromboses ou des problèmes importants reliés au vaccin, c'est entre 4 et 20 jours après la vaccination. Donc, si vous êtes rendu à 28 jours plus tard et qu'il vous est rien arrivé, comme pour, quand même, il faut le souligner, l'immense majorité des gens, ben, il n'y a plus de risque, là, c'est fini, là. Donc, le risque du vaccin, d'avoir une thrombose, etc., c'est terminé. Est-ce que vous choisirez le même vaccin pour la prochaine fois? Alors là, c'est clair que maintenant qu'au Canada, on a beaucoup de doses de Pfizer qui arrivent, on va avoir des doses de Moderna, et probablement qu'on aura une dose de rappel de ces vaccins-là dans les années futures. Donc, il n'y aura pas de problème à recevoir un vaccin ARN, mais il y a encore des incertitudes quant à l'efficacité d'avoir un schéma thérapeutique qui est différent du schéma normal. Probablement que pour les baby boomers en santé, qui ont entre 40 et 60 ans, qui ont reçu un vaccin d'AstraZeneca, la protection que ce vaccin va leur conférer, c'est pas ça qui est discuté et discutable. Ils seront protégés. Ils vont recevoir une deuxième dose de vaccin au passage à 4 mois, ce qui est peut-être beaucoup, mais ça c'est un autre sujet, un autre débat, mais pour tout le monde d'ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça, probablement que les études vont montrer qu'il y a certainement une certaine protection qui est conférée et il est vraisemblable qu'on va donner des boosters, des rappels dans les années futures. Peut-être juste pour préciser, donc, on a reçu notre première dose d'AstraZeneca et tout le monde en convient, on connaissait, ça protège. La question d'aller chercher la deuxième dose d'AstraZeneca, la question c'est est-ce que le risque de thrombose demeure le même ou si on n'en a pas eu après la première dose, la probabilité c'est que notre système ne réagira pas différemment et donc la deuxième dose n'est pas dangereuse cette fois-ci. En fait, c'est simplement la question qui est posée, c'est pas tellement est-ce que je suis protégé, mais c'est surtout est-ce que je devrais aller chercher la deuxième dose avec des risques associés à cette deuxième dose ou s'il n'y a pas vraiment de risques associés à cette deuxième dose, si on est sur l'AstraZeneca. Non, le risque de la deuxième dose va être indépendant de la première dose jusqu'à un certain point. C'est-à-dire vous auriez pu ne rien avoir après la première, mais vous pourriez avoir un problème après la deuxième. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, là. Bon, alors ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de grands arrivages d'AstraZeneca qui sont prévus, donc possiblement que la question sera résolue d'une façon ou d'une autre. Je vous remercie beaucoup, Dr. Weiss. Si vous le voulez bien, on se reparlera dans quelques mois. On verra comment la situation évolue. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait cet échange qui, je pense, est très intéressant du point de vue du milieu des affaires. On vous entend à la radio, souvent on vous voit dans d'autres forums, mais de l'aborder sous l'angle des questions que se posent le milieu des affaires, c'est très précieux. Encore une fois, merci beaucoup et bon après-midi tout le monde. Monsieur, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup.